Et si tout ce que nous pensions savoir sur les premiers Américains était faux? Au cœur du haut désert du sud de l'Oregon, des archéologues ont mis au jour une découverte qui bouleverse les fondements de l'histoire de l'humanité. Sous des couches de cendres volcaniques anciennes, préservées comme une capsule temporelle, se trouvent des preuves d'activité humaine remontant à près de 20 000 ans. C'est des milliers d'années plus tôt que la chronologie enseignée avec assurance dans la plupart des manuels scolaires depuis des décennies. Pendant des générations, les experts ont cru que les premiers humains étaient arrivés en Amérique du Nord il y a environ 13 000 ans, traversant un pont terrestre depuis la Sibérie durant la dernière période glaciaire. C'était une histoire simple, claire et nette, prévisible et établie. Mais cette découverte raconte une toute autre histoire. Des outils de pierre, des ossements d'animaux et des traces de survie humaine ont été trouvés sur le site de l'abri sous roche de Rimrock Draw. Ces artefacts étaient enfouis sous les cendres d'anciennes éruptions volcaniques, les figeant en place et préservant un instant d'un monde disparu. L'analyse des couches par les scientifiques a repoussé la présence humaine en Amérique du Nord de plusieurs milliers d'années. Si des gens étaient ici il y a 20 000 ans, comment sont-ils arrivés là? Quelles racines ont-ils empruntées? Et que savons-nous encore mal de notre passé? Avant de vous dévoiler nos découvertes, abonnez-vous et likez dès maintenant, car la vérité sur notre passé est de plus en plus choquante. Le site qui n'aurait jamais dû exister. Rimrock Draw semble inoffensif au premier abord. C'est un abri sous roche peu profond, creusé dans une légère élévation du centre de l'Oregon, loin des côtes, loin des couloirs de glace et loin de tout endroit où les archéologues pensaient que les premiers humains pouvaient survivre. Pendant des décennies, cette région a été considérée comme vide durant la période glaciaire. Jugée trop froide, trop sèche et trop isolée pour avoir une quelconque importance. Selon l'histoire communément admise, les hommes sont arrivés bien plus tard et ont emprunté des voies totalement différentes. Rimrock Draw n'était pas censé receler quoi que ce soit d'important, et cette supposition l'a maintenu intacte pendant des générations. Lorsque les archéologues de l'Université de l'Oregon ont finalement entrepris les fouilles du site, ils ne recherchaient absolument pas de traces d'hominidés. Leur objectif était modeste et sans risque, étudier la faune et les changements environnementaux de l'ère glaciaire, et non remettre en question les théories établies de longue date sur l'arrivée de l'homme. Forts de leurs connaissances archéologiques, ils s'attendaient à trouver des débris superficiels datant de la fin de la dernière période glaciaire, des sols mixtes et des dépôts naturels laissés par le vent et l'érosion. Personne ne s'attendait à ce que le sol résiste à cette chronologie. Presque immédiatement, un malaise s'est installé. Dès les premiers coups de pelle, les sédiments ne semblaient ni perturbés ni désordonnés, contrairement à ce qui est généralement observé dans les abris ouverts exposés aux intempéries et aux animaux. Au contraire, les couches apparaissaient nettes, planes et bien séparées. Rien ne s'était effondré vers les niveaux inférieurs, ni n'avait été entraîné par les racines ou charrié par l'eau. En archéologie, ce type de conservation est rare, et, lorsqu'il se présente, il mérite toute notre attention. Chaque couche était exactement à l'endroit où elle s'était formée, soigneusement empilée sur la précédente. Des bandes sombres marquaient des périodes d'activité, tandis que des bandes plus claires indiquaient des périodes d'inoccupation de l'abri. Cela a permis de dégager une séquence claire et lisible, comme des pages posées dans l'ordre plutôt qu'arrachées d'un livre. À mesure que l'équipe progressait en profondeur, les vestiges apparaissaient plus anciens, conformément à toutes les règles géologiques. Il était impossible d'ignorer ce qu'ils voyaient. Puis apparurent les signes de présence humaine. Des outils de pierre, non pas éparpillés au hasard, mais disposés en strates précises, furent mis en évidence. Ces outils n'étaient ni des erreurs isolées, ni des objets apportés par hasard. Ils réapparaissaient à plusieurs reprises, à différentes profondeurs, séparés par de longues périodes. Ce schéma indiquait que des personnes revenaient régulièrement à cet abri,
Il ne s'agissait pas d'une visite unique ni d'un accident. C'était un lieu dont on se souvenait et qu'on réutilisait. Cette simple constatation était profondément troublante. Selon les modèles admis, la présence humaine était inexistante durant ces périodes. L'environnement était considéré comme trop hostile, avec des ressources alimentaires limitées et des saisons extrêmement rudes. Pourtant, les preuves révélaient une activité contrôlée, l'utilisation d'outils et une occupation répétée. Le site se comportait comme une destination connue et non comme une halte fortuite. À mesure que les fouilles progressaient, les couches plus profondes repoussaient toujours plus loin dans le temps. Chaque centimètre de profondeur accentuait la contradiction. Les outils présentaient des caractéristiques d'un travail humain. Les différentes couches étaient intactes et rien ne laissait présager une contamination ultérieure. Le site obéissait aux règles de l'archéologie tout en enfreignant celles de l'histoire. Dès la mise au jour de ces strates, il est devenu évident que Rimrock Draw ne correspondait pas au récit établi de l'arrivée des humains en Amérique du Nord. Le problème ne résidait pas dans un objet étrange ou une datation incertaine, mais dans la structure même du site. Tout, sauf sa datation, respectait les règles de l'archéologie. Cette contradiction latente s'est muée en stupeur lorsque les chercheurs ont atteint une couche scellée sous des cendres volcaniques et y ont découvert un objet particulier, impossible à ignorer. Enfoui là, un objet allait bouleverser la chronologie. Une dent de chameau. L'élément déclencheur de tout a été la découverte d'un animal qui n'aurait jamais dû faire partie de cette histoire. Au plus profond de Rimrock Draw, les archéologues ont mis au jour des dents et des fragments de mâchoire appartenant à Camelops hester, un chameau géant aujourd'hui disparu qui mesurait près de 2 mètres. Cette espèce a disparu d'Amérique du Nord des milliers d'années avant l'arrivée supposée des humains dans le centre de l'Oregon. Sa simple présence était troublante, mais son emplacement précis dans le sol était catastrophique. Les restes du chameau n'étaient pas dispersés au hasard comme on aurait pu s'y attendre si l'animal était simplement mort à proximité ou avait été traîné par des prédateurs. Au contraire, les ossements étaient regroupés dans un espace restreint, à l'image des restes d'un animal délibérément dépecé. Cette disposition a immédiatement suscité l'inquiétude, car les forces naturelles ne produisent pas de tels mouvements. Un examen plus approfondi a confirmé que la chronologie initiale était erronée. Des marques nettes étaient visibles sur les os de chameau. Il ne s'agissait pas de simples éraflures superficielles ni de vagues dommages de surface. Ces marques formaient des lignes droites et répétitives et apparaissaient au niveau des articulations où la viande est normalement séparée. C'est précisément ce que laissent les outils de pierre utilisés pour dépecer de grands animaux. Les dents de carnivores, le piétinement et l'érosion laissent d'autres types de dommages et ces marques n'étaient pas présentes ici. Ces marques correspondaient à une activité humaine et il n'existait aucune autre explication plausible. L'emplacement des restes a conforté cette hypothèse. Les os de chameau ont été découverts sous une épaisse couche de cendres volcaniques provenant d'une éruption connue du mont St. Helens. Cette éruption a été datée indépendamment par des géologues et s'est produite il y a plus de 1500 ans. Les cendres volcaniques se répandent rapidement et se déposent uniformément, créant ainsi un repère temporel précis sur de vastes régions. Une fois retombés, les éléments situés en dessous ne peuvent être plus récents que l'éruption elle-même. Ceci est important car la couche de cendres à Rimrock Draw était intacte et non perturbée. Elle n'avait été ni brisée, ni mélangée, ni pénétrée par une activité ultérieure. Cela signifie que rien de ce qui se trouvait au-dessus n'a pu tomber dans la couche inférieure. Les restes du chameau étaient scellés en place, figés sous une empreinte temporelle géologique incontestable. Ce seul fait implique que les preuves datent de plus de 1500 ans, soit déjà bien plus tôt que ne le permet la chronologie de Clover. Puis sont arrivés les résultats de la datation au radiocarbone. Les scientifiques ont daté directement l'émail de la dent de chameau, éliminant ainsi toute conjecture quant à l'association. Le résultat
indiquaient une datation d'environ 18 250 ans avant le présent. Il ne s'agissait pas d'une date limite, ni d'une estimation approximative. Elle situait le chameau et l'activité humaine qui lui est liée des milliers d'années avant l'arrivée, longtemps admise, des humains en Amérique du Nord. À ce stade, la simple coïncidence ne pouvait plus expliquer la validité de l'ancienne chronologie. Plusieurs systèmes indépendants auraient dû être erronés simultanément. L'identification des espèces aurait dû être incorrecte. Les marques de découpe auraient dû être mal interprétées. La datation des cendres volcaniques aurait dû être erronée. L'analyse au radiocarbone aurait dû être fausse. Et les couches de sédiments intactes auraient dû être mensongères. L'archéologie ne s'effondre que si tous ces éléments de soutien cèdent en même temps. Et ici, ils étaient tous valides. Cela signifiait que des humains étaient présents dans le centre de l'Oregon à une époque où d'immenses calottes glaciaires recouvraient encore une grande partie du continent. Selon les anciens modèles, la chasse aux grands animaux de l'ère glaciaire était impossible dans cette région. Pourtant, les preuves attestaient clairement et sans équivoque de leur présence. La dent de chameau n'était pas une simple hypothèse. Une fois documentée, datée et vérifiée, elle a imposé un verdict définitif. La première chronologie proposée par Clover ne pouvait plus être maintenue. Mais cette nouvelle réalité ne se contentait pas de menacer de modifier l'histoire. Elle la bouleversait. Et si des humains ont séjourné ici suffisamment longtemps pour chasser et dépecer des animaux de cette taille, ils ne sont pas arrivés les mains vides. Si des populations étaient présentes à Rimrock Draw à cette époque, leurs outils devaient se trouver à proximité. Et ces outils porteraient des preuves encore plus irréfutables, des outils de pierre confirmant une activité humaine délibérée. Après que la dent de chameau eut bouleversé la chronologie des fouilles, les archéologues avaient encore besoin d'un dernier élément pour lever tout doute. La preuve que des humains étaient non seulement présents, mais aussi actifs à Rimrock Draw. Cette preuve leur est venue sous la forme d'outils de pierre découverts à proximité immédiate des restes du chameau. Il ne s'agissait pas de simples pierres brisées par la pression ou l'érosion. Il s'agissait d'objets façonnés avec une fonction précise et une fois examinés de près, toute ambiguïté s'est dissipée. Ces outils étaient des grattoirs en pierre soigneusement façonnés, dotés de bords tranchants. Une telle forme ne peut être obtenue par une cassure naturelle. Les bords avaient été intentionnellement taillés pour créer des surfaces de coupe contrôlées, et la forme générale était constante d'un outil à l'autre. Une telle constance n'apparaît que lorsqu'un artisan fabrique des outils dans un but précis. Il ne s'agissait pas d'expérimentation ni d'accident, mais d'outils finis. Ce qui rendait la découverte encore plus troublante, c'était le matériau lui-même. Les grattoirs étaient faits d'agot orange, une pierre qui ne pousse pas naturellement près de Rero Drawer. Les types de roches locales sont différents et aucun ne correspond à la couleur, à la texture ou au motif de fracture de ces outils. Cela signifie que le matériau avait dû être importé. Soit les personnes qui utilisaient ces outils parcouraient de longues distances pour les collecter, soit elles se les procuraient par échange avec d'autres groupes. Dans les deux cas, cela témoigne d'une planification qui dépassait la simple survie immédiate. L'examen des bords des outils a révélé une histoire encore plus claire. À la loupe, les archéologues ont pu observer des traces d'usure caractéristiques de la découpe répétée de viande et de peau. Les bords étaient lissés à certains endroits et de minuscules fractures suivaient des trajectoires prévisibles, dues à la pression exercée sur les tissus mous et les os. Ces schémas sont bien documentés en archéologie expérimentale, où des répliques modernes sont utilisées pour la découpe d'animaux. L'usure des outils de grattage de Rimrock correspondait étroitement à ces résultats. Ces grattoirs n'ont pas été fabriqués puis abandonnés. Ces outils ont été utilisés à maintes reprises. Un outil en particulier a permis de repousser encore plus loin dans le temps. Un grattoir a été découvert dans une couche de sédiments plus profonde que les restes du chameau. Cela situe l'utilisation d'outils à Rimrock Draw il y a plus de 18 250 ans. Les sédiments s'accumulant au fil du temps, les couches profondes sont plus anciennes et moins perturbées.
Sur ce site, les couches étaient propres et intactes. Aucune trace de creusement, d'excavation ou de brassage d'eau susceptible d'avoir déplacé des objets vers le bas n'a été relevée. La profondeur à elle seule montrait que des humains étaient présents avant que le chameau ne soit abattu. Les sédiments eux-mêmes étaient tout aussi importants que les outils. Les grattoirs ont été découverts incrustés dans des couches compactes et stables, et non dans un sol meuble ou mélangé. Cela confirmait qu'ils avaient été déposés lors de la formation de ces couches, et non ultérieurement. En archéologie, les couches perturbées constituent un signal d'alarme. Mais à Rimrock Draw, aucun signe avant-coureur n'était présent. Le sol avait conservé une séquence claire, et les outils étaient restés exactement à leur place. La forme des outils a dissipé tout doute. Ces grattoirs n'étaient pas de simples pierres à usage multiple ramassées puis jetées. Leurs bords étaient taillés selon des angles idéaux pour gratter le cuir et couper la chair. Les zones de préhension portaient également des traces d'utilisation répétée. Ces outils avaient été conçus pour des tâches spécifiques et leur utilisation prolongée les a usés. Le choix des matériaux, leur forme, les traces d'usure et leur profondeur d'insertion formaient un message clair. Les humains ne traversaient pas Rimrock Draw par hasard. Ils s'arrêtaient, travaillaient, transformaient des animaux, puis repartaient. Il ne s'agissait pas d'un événement ponctuel, fruit du désespoir ou d'un accident. Il s'agissait d'une activité délibérée et répétée. À ce stade, l'argument n'était plus théorique. Les outils étaient la preuve d'action physique figée dans le sol. Quelqu'un s'est tenu là, a tenu ces pierres, et les a utilisées intentionnellement. La chronologie ne se tordait plus, elle se brisait. La confirmation finale est venue d'un indice si petit qu'il ne pouvait être observé qu'au microscope. Pourtant, il contenait la preuve la plus directe qui soit, un résidu qui a dissipé tout doute. Au moment où les outils de pierre ont été analysés, l'argument était déjà fragilisé. Mais ce qui a finalement mis fin à l'histoire, c'est un indice si petit qu'il était impossible de le voir sans un équipement puissant et pourtant si précis qu'il a effacé toute autre explication possible. Il s'agissait d'une analyse de résidus, une méthode utilisée pour détecter les traces microscopiques laissées par l'utilisation d'outils sur des matières vivantes. Elle ne repose ni sur des conjectures, ni sur une interprétation visuelle, mais sur la chimie et la biologie. L'analyse des résidus consiste à examiner les minuscules fissures et fractures superficielles des outils en pierre. Lorsqu'un outil est utilisé pour couper de la viande ou gratter une peau, les fluides et les protéines de l'animal pénètrent profondément dans ces espaces microscopiques. Avec le temps, ces traces sèchent et s'y accumulent. Pour atteindre ces fissures, l'outil doit être en action pour couper ou gratter les tissus animaux. À Rimrock Draw, les scientifiques ont sélectionné des grattoirs en pierre déjà identifiés comme outils fonctionnels d'après leur forme et leur usure. Ces outils ont été soigneusement nettoyés pour éliminer toute contamination moderne, puis testés en laboratoire dans des conditions contrôlées. Grâce à l'analyse des résidus protéiques, les chercheurs ont pu isoler des marqueurs biologiques encore préservés à l'intérieur de la pierre. Leurs résultats étaient sans équivoque. Les résidus correspondaient aux protéines sanguines du bison antique, une grande espèce de l'ère glaciaire disparue il y a des milliers d'années. Il ne s'agissait ni du bison moderne, ni d'un animal étroitement apparenté. La signature protéique était spécifique et reconnaissable, ce qui signifie que l'outil avait été utilisé pour traiter directement une carcasse de bison. Il n'y avait aucune explication quant à la présence accidentelle de ce sang. Le sang de bison ne peut pas pénétrer dans un outil en pierre par les eaux souterraines, le vent ou les mouvements de sédiments. La seule façon pour ces protéines de s'incruster est de couper la chair ou de gratter les tissus d'un animal frais. Quelqu'un a donc utilisé cet outil sur un animal vivant ou récemment tué. Cette preuve relie trois éléments distincts au même moment. Avec le temps, les outils de pierre, les animaux abattus et les humains qui les utilisaient se trouvèrent liés biologiquement et non plus seulement spatialement.
La présence de ces outils à proximité des restes d'animaux n'était pas fortuite. Ce sont ces instruments qui ont agi sur ces animaux. Le contact était direct et physique. L'identification de l'espèce était aussi importante que les résidus eux-mêmes. Le bison antique était un animal massif, plus grand que le bison moderne et dangereux à chasser. Son abattage exigeait planification, savoir-faire et coopération. Il ne s'agissait pas de simple charognage de petits gibiers ni d'improvisation pour survivre. Il s'agissait d'une activité de chasse au gros gibier organisée, bien antérieure aux périodes communément admises. À ce stade, l'argument ne pouvait plus être reformulé ni reporté. Les outils utilisés avaient été identifiés, l'espèce animale identifiée et l'activité datée. Chaque élément de preuve corroborait les autres sans contradiction. En retirer un seul ne changeait rien aux autres. L'analyse des résidus n'a pas apporté de nouvelles théories à Rimrock Draw, mais a clos le dossier. Désormais, l'activité humaine n'était plus une simple supposition. Elle était mesurée, identifiée et conservée au niveau moléculaire. Le site, autrefois suggestif, était devenu une preuve irréfutable de la présence humaine. Les théories établies de longue date sur la date et les modalités de l'arrivée des premiers humains en Amérique ne pouvaient plus rester inchangées. Pourquoi la théorie du trèfle d'abord ne peut plus être retenue? Pendant la majeure partie du 20e siècle, la théorie du trèfle d'abord a servi de frontière fixe à la préhistoire américaine. Selon cette théorie, les humains seraient arrivés en Amérique du Nord il y a environ 13,0 ans, en provenance de Sibérie, puis en Alaska, avant de migrer vers le sud à travers un corridor intérieur libre de glace situé entre deux immenses calottes glaciaires. Tout le reste était censé s'inscrire dans ce cadre. Le site de Rimrock Draw ne correspond pas à la chronologie, et la raison n'est pas l'interprétation, mais la datation. La dent de chameau et les outils découverts à Rimrock Draw datent d'environ 250 ans. Cette datation à elle seule pose un problème évident. À cette époque, l'Amérique du Nord était encore en pleine période de dernier maximum glaciaire, une phase où les calottes glaciaires atteignaient leur superficie maximale. La calotte glaciaire laurentienne recouvrait la majeure partie du Canada, tandis que la calotte glaciaire cordillérienne bloquait l'intérieur ouest du pays. Ces deux masses de glace n'étaient pas séparées par un corridor praticable, et les données géologiques montrent que le passage intérieur ne s'est ouvert que des milliers d'années plus tard. Cela signifie que l'exigence fondamentale du premier modèle Clovis ne tient pas face à la chronologie du tracé de Rimrock. L'être humain ne peut se déplacer à travers un corridor inexistant. Il n'existe aucune preuve géologique d'une voie stable et ouverte à travers la glace il y a 250 ans. Les rivières, la végétation et la faune qui auraient permis ce déplacement étaient également absentes. La région était gelée, instable et en grande partie inhabitable. Si des populations étaient déjà présentes dans le centre de l'Oregon à cette époque, elles n'auraient pas pu y arriver par la voie Clovis. Il ne s'agit pas de spéculation, mais d'une simple contradiction entre les dates et la géographie. L'une ou l'autre est forcément erronée. Les données relatives à la glace sont confirmées indépendamment par de multiples études et sur différents sites. Reste donc la théorie. La seule explication qui concorde à la fois avec les dates et le paysage est celle d'un mouvement côtier précoce. La côte pacifique n'était pas entièrement gelée. Même au plus fort de la glaciation, les forêts de varech le long du littoral créaient un environnement riche en nourriture et continu, connu sous le nom de route du Varech. Cette voie aurait permis aux humains de se déplacer vers le sud en suivant les ressources marines, au lieu de traverser des terres recouvertes de glace. Ce type de voyage exige des compétences qui étaient autrefois inaccessibles aux premiers Américains. Des bateaux ou des embarcations auraient été nécessaires, et la navigation le long des côtes changeantes aurait nécessité une planification et des connaissances transmises de génération en génération. Les vestiges du site de Rimrock confirment ce niveau de maîtrise. Les outils de pierre, le transport de matériaux et l'utilisation répétée de la vue témoignent d'un comportement organisé et non d'une errance fortuite. Clovis supposait initialement que les premiers humains s'étaient rapidement dispersés après leur arrivée. Or,
Rimrock révèle une autre réalité. Les humains étaient déjà établis, s'adaptant à leur environnement, chassant de grands animaux et retournant dans des lieux connus bien avant l'apparition des outils Clovis. Cela suggère que la technologie Clovis n'était pas un phénomène nouveau, mais un développement ultérieur au sein d'une population préexistante. Il est important de noter que la théorie du Clover First ne s'est pas effondrée parce que les archéologues souhaitaient une nouvelle explication. Elle s'est effondrée parce que ces conditions ne correspondent plus aux preuves. Les états glaciaires, les barrières géographiques et les résultats des gravures rupestres ne peuvent être rendus compatibles par une simple réinterprétation. Aucun ajustement ne permet de préserver la théorie sans ignorer les données. Plus troublant encore est la possibilité que Rimrock Draw ne soit pas le site le plus ancien, mais seulement le premier suffisamment bien défini pour imposer cette modification. Des preuves suggèrent une présence humaine encore plus ancienne. La dent de chameau, datée de 18-250 ans, n'est qu'un élément de l'histoire. Les archéologues ont constaté que la couche sédimentaire ne se trouvait pas au fond du Rimrock Draw. En dessous se trouvent des dépôts plus profonds contenant des fragments de pierre et de subtiles traces d'activité humaine. Ces couches inférieures n'ont pas encore été entièrement analysées, mais leur existence suggère une présence humaine bien antérieure à l'abattage du chameau. Le principe de superposition l'explique clairement dans les sédiments non perturbés. Plus une couche est profonde, plus elle est ancienne. Les dépôts du Rimrock Draw sont remarquablement bien conservés. Aucun signe de remaniement du sol par l'eau, les animaux ou une activité humaine ultérieure n'a été relevé. Cela signifie que tout élément trouvé à une profondeur supérieure à celle de la dent de chameau est presque certainement plus ancien, ce qui permet d'établir un cadre chronologique fiable. Certains éclats de pierre et débris présents dans ces couches inférieures présentent déjà des motifs similaires à ceux des outils associés au chameau. Leur présence indique une utilisation planifiée et répétée, et non une occupation accidentelle. Même sans datation au radiocarbone, leur profondeur à elle seule suggère une présence humaine bien plus ancienne. Le site, dans son état actuel, est déjà bien plus ancien que l'horizon Clover, longtemps considéré comme acquis. Mais ces couches intactes laissent entrevoir une chronologie qui pourrait s'étendre bien au-delà des espérances. Les fouilles n'ont pas encore atteint le fond de l'abri. Le manque de financement, les impératifs de conservation et la nécessité de protéger des dépôts fragiles ont empêché les archéologues de dégager entièrement le site. De ce fait, l'histoire complète du peuplement humain dans la région n'est que partiellement révélée. Chaque couche intacte ajoute au suspense, car elle pourrait contenir des outils, des vestiges ou d'autres indices susceptibles de réécrire l'histoire. À chaque couche plus profonde, l'écart entre les théories établies et les preuves se creuse. Les dépôts plus profonds contredisent des décennies d'hypothèses sur la date d'arrivée des humains en Amérique du Nord. Ils remettent en question l'idée que les humains aient dû attendre des couloirs libres de glace ou des voies terrestres favorables. La possibilité que les premiers peuples aient été présents le long de la côte pacifique il y a 20 ans, voire plus tôt encore, oblige à repenser les stratégies de migration, d'adaptation et de survie. Les archéologues restent prudents mais conscients des implications. Les découvertes ne se contentent pas de repousser la chronologie, mais suggèrent que notre compréhension de l'arrivée de l'homme est incomplète. Les couches inférieures du Rimrock Draw pourraient contenir les restes de populations ayant vécu, chassé et survécu dans des conditions bien plus rudes qu'on ne l'imaginait. Si cela se confirme, la dent de chameau apparaîtrait comme un élément secondaire plutôt que comme la toute première découverte. Le Rimrock Draw suggère que nos connaissances actuelles ne représentent qu'une infime partie d'une présence humaine bien plus ancienne et complexe en Amérique du Nord, et cela bouleverse notre compréhension du sujet. Pourquoi le Rimrock Draw change-t-il la donne? Le Rimrock Draw établit une chose indéniable. La présence humaine en Amérique du Nord est bien antérieure aux chronologies communément admises. Il ne s'agit pas de spéculation, mais d'éléments concrets, des preuves datées, des restes de chameaux, des outils de pierre et des résidus microscopiques.
tous préservés dans des couches sédimentaires intactes. L'impact est immédiat. Si des populations vivaient en Oregon il y a plus de 1800 ans, d'autres régions étaient probablement habitées également. Des sites autrefois considérés comme insignifiants, zones montagneuses, abris côtiers, zones volcaniques, pourraient désormais receler des preuves cruciales. Les archéologues ne peuvent plus limiter leurs recherches aux périodes établies ni supposer que les vestiges les plus anciens se trouvent près de la surface. Les stratégies de fouilles doivent évoluer. Des couches plus profondes, jadis ignorées car jugées trop anciennes ou stériles, pourraient contenir des traces d'activité humaine des milliers d'années auparavant. Chaque couche compte désormais. Cette découverte bouleverse également notre vision des premiers humains. Les habitants de Rimrock Draw étaient habiles et méthodiques. Ils fabriquaient des outils, chassaient et transformaient de gros animaux, géraient les ressources et ont survécu aux conditions climatiques extrêmes du dernier maximum glaciaire. Un tel niveau de compétence exige une réévaluation des capacités des premiers humains. Plus important encore, la chronologie du peuplement humain en Amérique du Nord est désormais remise en question. Rimrock Draw n'est pas seulement une découverte surprenante, c'est le signe que bien d'autres vestiges restent à découvrir.